Elle pensait simplement sauver un inconnu cette nuit-là, mais elle ignorait que l'homme à qui elle donnait son sang était l'un des milliardaires les plus puissants d'Atlanta. 3 jours plus tard, quand cet homme ouvrit enfin les yeux et apprit qu'une inconnue lui avait sauvé la vie, il voulut la retrouver pour la récompenser. Mais ce qu'elle lui répondit allait bouleverser toute sa vie, parce que certaines choses ne s'achètent pas, même avec tout l'argent du monde. Bienvenue sur Serafina et ses histoires. Abonnez-vous, aimez la vidéo, et dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette courte histoire. Il était presque minuit quand les portes du service des urgences s'ouvrirent avec violence. Les brancardiers couraient, les infirmières s'écartaient sur leur passage, et le médecin de garde se leva d'un bond en voyant l'état du patient qu'on lui amenait. Un homme. La quarantaine, bien habillé malgré les vêtements déchirés et couvert de sang. Son visage était pâle comme la craie. Sa respiration, saccadée et douloureuse. Son pouls, à peine perceptible sous les doigts du médecin qui prit son poignet en quelques secondes de diagnostic rapide. L'accident avait eu lieu sur l'une des grandes artères de la ville, à Atlanta. Une collision violente entre 2 véhicules à une intersection mal éclairée. Les témoins avaient parlé d'un choc brutal, d'une voiture qui avait brûlé un feu rouge à toute vitesse avant de percuter de plein fouet la portière conducteur de cet homme. Les pompiers avaient mis 20 minutes à le désincarcérer de l'épave. 20 minutes pendant lesquelles son corps avait perdu beaucoup trop de sang. 20 minutes où chaque seconde comptait et où chaque seconde passait quand même. Dans le couloir de réanimation, le médecin donna ses instructions rapidement, avec cette précision sèche et efficace des gens habitués à fonctionner dans l'urgence. Bilan sanguin en urgence. Scanner cérébral. Perf. Monitoring. Contrôle de la pression. Évaluation des fractures. Tout le monde s'activait autour du patient dans un ballet silencieux et coordonné que seules les années de pratique rendent possible. Le docteur Hartman avait 45 ans, des cheveux grisonnants qu'il avait cessé de teindre depuis longtemps, et les yeux de quelqu'un qui a appris à garder la panique dans une pièce séparée et verrouillée de sa conscience. Il était là depuis 20 ans, dans ce service, à prendre des décisions que personne d'autre ne voulait prendre à cette heure-là. Mais c'est le résultat de la prise de sang qui fit soudain planer un silence lourd dans la salle. Le groupe sanguin de cet homme était AB négatif. L'un des plus rares au monde. Moins de 1% de la population en est porteur. Et la banque de sang de l'hôpital n'avait plus une seule poche disponible de ce groupe. La dernière avait été utilisée 3 jours plus tôt pour un autre patient. Le médecin serra les mâchoires. Il était dans ce métier depuis 20 ans. Il avait appris à ne pas paniquer. Mais il connaissait les chiffres. Sans transfusion rapide, cet homme ne passerait pas la nuit. Les blessures internes étaient trop importantes. Le corps ne pouvait pas compenser seul. La chirurgie nécessaire ne pouvait pas commencer sans stabilisation. Et la stabilisation nécessitait du sang. Il fit appel à la coordinatrice des urgences. On lança un appel dans tout l'établissement. On contacta les hôpitaux voisins, le centre hospitalier universitaire à 10 km, la clinique privée de l'est de la ville. On vérifia les stocks régionaux, on appela le centre de transfusion sanguine, on envoya un message sur le réseau d'urgence médicale. Partout, la même réponse arriva en retour. Rien. Pas de sang AB négatif disponible dans un délai utile pour cet homme. Chaque appel téléphonique revenait comme une porte fermée. Chaque réponse négative rétrécissait l'espace des possibles. Les infirmières surveillaient l'horloge sur le mur sans oser le faire trop visiblement. Le chirurgien qui attendait d'opérer tambourinait doucement des doigts sur le cadre de la porte, ce geste involontaire que les gens font quand ils ont les mains inutiles face à quelque chose qui ne dépend pas d'eux. Le couloir était tendu. Les infirmières échangeaient des regards. Le chirurgien qui attendait d'opérer regardait l'horloge sur le mur. Et c'est à ce moment précis que Léa entra dans la salle de staff. Léa avait 28 ans. Elle travaillait comme infirmière dans ce même hôpital depuis 4 ans, dans le service de médecine interne au 2e étage. Elle avait terminé son service depuis 1 heure, mais elle était encore là, dans les couloirs, parce qu'elle avait promis à une collègue de rester un peu pour l'aider à finir ses dossiers administratifs qui s'accumulaient depuis la semaine. Elle portait encore sa blouse blanche, les cheveux relevés en chignon simple qui commençaient à se défaire après une longue journée, un stylo coincé derrière l'oreille gauche comme toujours. Son visage portait les traces d'une longue journée de travail, mais ses yeux étaient encore vifs et attentifs. Ce soir-là,
Avant que l'appel ne résonne dans les couloirs, Léa avait passé la dernière heure de sa garde à s'occuper d'une vieille dame du 2e étage qui ne dormait pas. Madame Carole, 82 ans, veuve depuis 6 mois, qui regardait le plafond dans l'obscurité de sa chambre en serrant les couvertures avec des doigts noueux. Léa s'était assise au bord de son lit pendant 20 minutes, à lui parler de rien, de la pluie et du beau temps, de ses petits-enfants que la vieille dame lui avait décrits en photo sur son téléphone. Elle avait tenu sa main jusqu'à ce que sa respiration devienne plus lente, plus régulière, jusqu'à ce que ses paupières se ferment. Ce n'était pas dans ses attributions strictes de rester ainsi. C'était simplement ce qu'elle faisait quand quelqu'un avait besoin qu'on reste. Elle entendit l'appel dans le couloir. Elle s'arrêta au milieu du couloir, un dossier sous le bras. Elle écouta attentivement. AB négatif. Urgence vitale. Pas de stock disponible. Elle resta immobile quelques secondes, les yeux dans le vide, les lèvres légèrement serrées. Dans sa tête, elle fit le calcul en une fraction de seconde. Ce calcul que tout soignant fait instinctivement. Ce qui est possible. Ce qui est nécessaire. Ce qui peut être fait. Puis elle se retourna et entra directement dans le bureau du médecin de garde. Elle dit simplement, sans préambule, en posant son dossier sur le bureau, « Je suis AB négatif. Vous pouvez me prélever. » Le médecin la regarda. Il la connaissait de vue. Il savait que c'était une infirmière sérieuse, compétente. Mais il la regarda comme si elle venait de dire quelque chose d'impossible. Il lui demanda si elle était vraiment sûre, si elle mesurait ce qu'elle proposait, si elle n'agissait pas sous le coup de l'émotion du moment. Elle répondit oui, avec ce calme particulier qu'ont certaines personnes dans les situations qui demandent de la clarté. Il lui demanda si elle connaissait le patient, s'il y avait un lien personnel entre eux qui pourrait expliquer ce geste. Elle dit non. Jamais vu. Juste un homme en danger de mort dans ce couloir. Le médecin hésita encore quelques secondes qui lui parurent très longues. Puis il appela le biologiste de garde. On vérifia la compatibilité avec précision. Elle était parfaite. On prépara le matériel de prélèvement. Léa s'assit sur le petit lit de la salle annexe, retroussa sa manche, tendit le bras droit avec une simplicité qui déconcerta tout le monde autour d'elle, et regarda l'aiguille entrer dans sa veine sans ciller, sans détourner les yeux. Pendant qu'on lui prenait son sang, elle ne pensa pas à grand-chose de particulier. Elle pensa juste qu'il était tard, qu'elle avait faim, qu'elle devrait acheter des œufs le lendemain matin, qu'elle devrait appeler sa mère dans la semaine parce qu'elle ne lui avait pas parlé depuis presque 10 jours. Elle ne pensa pas à l'homme dans la salle d'à côté. Elle ne chercha pas à savoir qui il était, d'où il venait, ce qu'il faisait dans la vie. Pour elle, c'était simple. Il y avait un être humain en train de mourir de l'autre côté d'une cloison. Elle pouvait faire quelque chose de concret pour l'empêcher de mourir. Alors elle le faisait. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus que ça. La jeune infirmière qui assistait au prélèvement, une fille de 23 ans en première année dans ce service, ne dit rien pendant toute la procédure. Mais elle ne cessa pas d'observer Léa. Elle cherchait sur ce visage les signes de quelque chose d'exceptionnel, une gravité particulière, une noblesse affichée, quelque chose qui signalerait que cette personne était en train d'accomplir un acte héroïque. Elle ne trouva rien de tout cela. Léa regardait le mur en face d'elle avec une expression ordinaire, comme quelqu'un qui attend le but un matin banal. C'est peut-être cela qui était le plus troublant, la plus jeune l'apprit plus tard. Pas la grandeur de l'acte. Son absence totale de mise en scène. La transfusion commença 30 minutes après qu'elle fût entrée dans le bureau du médecin. Les chirurgiens purent enfin travailler. Ils opérèrent pendant 4 heures. Quand le soleil se leva sur Atlanta, filtrant à travers les stores en plastique du couloir de réanimation, l'homme était toujours en vie. Son état était critique, mais stabilisé. Il respirait. Son cœur battait avec plus d'assurance. Il avait traversé la nuit. Léa, elle, rentra chez elle à 3 heures du matin. Elle mangea un bol de soupe froide debout dans sa cuisine trop petite, prit une douche rapide sous une eau à peine chaude parce que le chauffe-eau de l'appartement était capricieux depuis des semaines, et s'endormit en quelques minutes sur son canapé sans même atteindre sa chambre. Elle ne parla de rien à personne le lendemain. Pas à sa colocataire qui lui posa des questions sur sa mine fatiguée. Pas à ses collègues de l'hôpital. Elle avait juste fait ce qu'il fallait faire. Rien de plus, rien de moins. Ce n'était pas une histoire à raconter. Tayo se réveilla 3 jours plus tard.
Il émergea lentement du brouillard épais de l'anesthésie et des médicaments, comme quelqu'un qui remonte des profondeurs de l'eau après avoir failli ne jamais remonter. D'abord les sons. Le bip régulier et rassurant du moniteur cardiaque. Des voix lointaines et feutrées dans le couloir. Le bruit d'un chariot qu'on pousse sur du carrelage. Puis les sensations vinrent. Le tissu rêche du drap d'hôpital sous ses paumes. La douleur sourde et persistante dans sa poitrine, sur le côté droit. La lourdeur de ses propres membres. La lumière trop blanche et trop stable du plafond. Quand il fut capable de garder les yeux ouverts plus de quelques secondes sans que la lumière le fasse souffrir, il vit un médecin au pied du lit qui prenait des notes. Puis son assistante personnelle, Nadia, debout à côté du lit, les yeux rouges de fatigue et d'inquiétude intense. Elle tenait son téléphone des deux mains, comme elle faisait toujours quand elle était anxieuse. Elle avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Ce qui était probablement le cas. Nadia avait travaillé pour lui pendant 7 ans. Elle connaissait ses habitudes, ses humeurs, ses silences. Elle savait lire sur son visage les choses qu'il ne disait pas. Mais ce matin-là, debout dans cette chambre d'hôpital avec ses bras croisés serrés contre elle comme si elle essayait de se tenir chaud de l'intérieur, elle avait un aspect qu'il ne lui avait jamais vu. Quelque chose de fragile. Comme si la carapace professionnelle qu'elle portait avec une élégance naturelle depuis 7 ans avait fissuré pendant ces 3 jours d'attente et ne s'était pas encore tout à fait reconstituée. Il lui dit son prénom doucement. Elle ferma les yeux une seconde. Elle dit simplement « Dieu merci ». Et puis elle se redressa, reprit son téléphone et redevint Nadia. Le médecin lui expliqua ce qui s'était passé avec une clarté professionnelle et bienveillante. L'accident. Les blessures multiples. La perte de sang qui avait failli être fatale. Et puis, la transfusion. Il lui dit qu'il avait une chance extraordinaire, une chance que peu de personnes avaient dans cette situation-là. Qu'une personne dans l'hôpital avait le même groupe sanguin très rare que lui. Qu'elle avait appris la situation par hasard. Et qu'elle avait accepté, sans hésiter, sans poser de conditions, de donner son sang pour lui sauver la vie. Tayo écouta tout cela en silence. Il était encore trop faible pour parler beaucoup. Sa voix, quand il essaya de former quelques mots, sortit rauque et fragile. Mais une question brûlait déjà dans sa tête avec une clarté qui contrastait avec le brouillard du reste. Qui était cette personne? Le médecin lui dit que c'était une infirmière de l'hôpital. Il lui dit son prénom. Léa. Il n'en dit pas plus, pour des raisons de confidentialité médicale et de respect pour la personne concernée. Tayo hocha la tête lentement. Il ferma les yeux. Mais il n'oublia pas. Il n'oublierait pas. Tayo était un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait, et à trouver des moyens d'y parvenir. Il avait construit son empire à la force de sa volonté et d'une intelligence que les gens qui le côtoyaient depuis longtemps décrivaient souvent comme redoutable. Fils d'un petit commerçant qui avait tout perdu quand Tayo avait 12 ans, suite à une faillite consécutive à une mauvaise association commerciale, il avait appris très tôt dans sa vie que rien n'était acquis et que la vie ne faisait pas de cadeaux. Il avait travaillé pendant ses études, multiplié les petits emplois, économisé chaque centime, investi au bon moment et pris les bons risques quand d'autres hésitaient encore. À 42 ans, il dirigeait l'un des groupes immobiliers les plus importants d'Atlanta, une ville en pleine expansion où les projets ambitieux trouvaient toujours preneurs. Ses constructions changeaient le visage de quartiers entiers. Son nom apparaissait régulièrement dans les magazines économiques et les suppléments business. Les gens le respectaient. Beaucoup le craignaient dans les négociations. Certains l'admiraient sincèrement. Ce que les magazines ne montraient jamais. C'est l'homme qui, à 7 heures du matin certains dimanches, s'asseyait seul dans sa grande cuisine silencieuse avec un café trop chaud et regardait par la baie vitrée son jardin sans le voir vraiment. Ce que personne ne savait, c'est qu'il avait un tiroir dans son bureau, au fond à droite, fermé à clé, dans lequel il gardait une vieille photo en noir et blanc de son père en train de rire devant sa boutique, 2 ans avant que tout s'effondre. Il regardait cette photo parfois. Pas pour se souvenir de la perte. Pour se souvenir du rire. Pour ne pas oublier d'où il venait et pourquoi il s'était promis de ne jamais laisser quelqu'un près de lui avoir peur de l'avenir de la façon dont son père avait dû avoir peur. Mais dans ce lit d'hôpital, avec des tubes dans le bras, une côte fêlée et un corps qui lui semblait appartenir à quelqu'un d'autre tellement il était loin de ses capacités habituelles, Tayo n'était rien de tout cela. Il était juste un homme qui avait failli mourir dans un accident de voiture un soir ordinaire. Et qui était vivant parce qu'une inconnue avait tendu le bras dans un couloir d'hôpital.
Il passa 2 semaines en observation à l'hôpital, entre la réanimation et une chambre privée. Pendant ce temps, il fit faire des recherches discrètes, le genre de recherche que son réseau et ses moyens lui permettaient de mener rapidement. Il apprit ce qu'il voulait savoir sur Léa. Elle avait 28 ans. Elle vivait dans un appartement en colocation dans un quartier modeste et animé du nord d'Atlanta, avec une autre jeune femme qui travaillait dans la restauration. Elle travaillait depuis 4 ans dans cet hôpital avec des évaluations excellentes. Elle envoyait chaque mois une partie significative de son salaire à ses parents, qui habitaient dans une autre ville et traversaient des moments financiers difficiles depuis que le père avait dû arrêter de travailler pour des raisons de santé. Elle s'occupait depuis 2 ans de son petit frère de 16 ans, Marcus, qui avait été envoyé vivre avec elle pour terminer ses études secondaires dans de meilleures conditions. Elle n'avait pas de voiture. Elle prenait le bus chaque matin à 6h40 pour arriver à l'hôpital à 7h20. Elle avait un loyer difficile à payer ce mois-ci parce qu'une dépense imprévue pour la voiture de son père avait mangé ses économies du trimestre. Plus il apprenait de choses sur elle, plus quelque chose de fort et d'indéfinissable grandissait dans sa poitrine. Ce n'était pas de la pitié. Tayo n'était pas quelqu'un qui ressentait facilement de la pitié. C'était autre chose. Une sorte d'admiration mêlée d'un étonnement profond, presque déstabilisant. Cette femme avait des problèmes réels, quotidiens, concrets. Des fins de mois difficiles. Des responsabilités lourdes pour son âge. Un appartement trop petit. Un bus le matin dans le froid. Et malgré tout cela, quand elle avait entendu un appel anonyme dans un couloir d'hôpital un soir à minuit, elle n'avait pas calculé. Elle n'avait pas réfléchi à ce qu'elle avait à gagner ou à perdre. Elle avait juste agi. Il y avait quelque chose dans ce portrait qui irritait doucement la conscience de Tayo, comme une épine si fine qu'on ne la localise pas précisément mais dont on sent la présence constante. Il avait passé sa vie adulte à mesurer les gens à l'aune de leur ambition, de leur efficacité, de ce qu'ils pouvaient apporter dans un échange. C'était une grille de lecture qui fonctionnait dans le monde des affaires, qui lui avait même permis de prospérer dans ce monde. Mais face à ce qu'il apprenait de Léa, cette grille n'avait aucun sens. Elle ne s'y inscrivait pas. Elle la rendait obsolète. Le jour de sa sortie, Tayo demanda à Nadia d'organiser une rencontre avec elle avant qu'il quitte l'hôpital. Léa était en train de remplir un dossier médical à son poste quand on vint la chercher. Une femme en tailleur impeccable, qu'elle n'avait jamais vue circuler dans les couloirs de cet hôpital, lui dit poliment mais avec une assurance qui ne laissait pas beaucoup de place à la discussion que monsieur souhaitait la rencontrer avant de partir. Léa fronça les sourcils. Quel monsieur? La femme lui donna un nom. Léa ne reconnut pas le nom immédiatement. Elle posa son stylo, réfléchit une seconde, puis suivit la femme jusqu'à la chambre privée au bout du couloir. La chambre que tout le personnel avait remarquée depuis quelques jours parce qu'on y livrait des fleurs fraîches chaque matin, parce que des hommes en costume venaient et repartaient à des heures inhabituelles pour un visiteur ordinaire, parce que la direction de l'hôpital elle-même avait pris la peine de rendre visite aux patients à 2 reprises. Une chambre dont la discrétion affichée disait paradoxalement que son occupant était quelqu'un d'important. Quand Léa entra dans la chambre, elle vit un homme assis sur le bord du lit, habillé et prêt à partir. Grand, les épaules larges même sous la fatigue visible. Les yeux sombres et vifs d'un homme dont l'intelligence ne s'était pas endormie avec son corps en convalescence. Un visage qui portait encore les traces de l'accident, quelques cicatrices légères qui mettraient des semaines à disparaître, un côté du front encore légèrement décoloré par un hématome en voie de guérison. Mais un homme dont la présence remplissait naturellement la pièce, même dans un lit d'hôpital, même après 2 semaines de convalescence. Il la regarda entrer. Et quelque chose de très étrange se produisit dans la poitrine de Tayo. Il avait rencontré beaucoup de femmes dans sa vie professionnelle et personnelle. Des femmes belles, élégantes, habituées aux environnements des grandes villes et des cercles dorés. Des femmes qui savaient exactement comment se comporter en présence d'un homme comme lui, qui mesuraient leurs mots avec précision, qui calculaient leur sourire et leur silence avec une conscience parfaite de l'effet produit. Léa était tout le contraire. Elle entra dans cette chambre d'hôpital avec la démarche simple et directe de quelqu'un qui vient faire son travail. Sa blouse blanche un peu froissée en fin de service. Son chignon légèrement défait. Ce stylo encore derrière l'oreille comme si elle venait de rédiger quelque chose et allait repartir en rédiger autre chose. Elle le regarda sans timidité excessive ni assurance calculée. Juste, naturellement. Comme si cette situation ne nécessitait pas de posture particulière.
Tayo sentit quelque chose de doux et d'inattendu se déposer dans sa poitrine. Une sensation qu'il ne reconnut pas immédiatement et qu'il n'aurait pas su nommer sur l'instant. Il dit bonjour. Elle dit bonjour. Il lui dit qu'il savait ce qu'elle avait fait pour lui et qu'il voulait la remercier en personne. Elle haussa légèrement les épaules avec une naturalité désarmante, comme si c'était une chose normale parmi d'autres. Il lui dit qu'il voulait faire quelque chose pour elle, concrètement, qu'il avait appris certaines choses sur sa situation, et qu'il serait heureux de pouvoir alléger certaines de ses difficultés. Qu'il considérait cela comme le minimum de ce qu'il pouvait faire en retour. Léa le regarda. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda vraiment, avec cette attention tranquille qu'elle avait pour les gens et les situations. Puis elle dit, d'une voix posée et sans agressivité, « Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous aider. Pas pour être payé. » Tayo resta silencieux un moment. Il chercha ses mots, lui qui trouvait toujours ses mots. Il dit qu'il comprenait ce qu'elle voulait dire, mais qu'il se sentirait mieux en lui-même s'il pouvait faire quelque chose en retour. Qu'il ne s'agissait pas d'un paiement mais d'une reconnaissance sincère. Elle dit qu'elle comprenait ce qu'il ressentait, que ce sentiment était normal et même généreux de sa part, mais que sa réponse restait la même. Elle lui souhaita un bon rétablissement et une belle suite. Elle se retourna pour repartir vers ses dossiers. Tayo dit son prénom. Doucement. Juste son prénom. Elle s'arrêta. Elle ne se retourna pas tout de suite. Il y eut une seconde suspendue entre eux dans la lumière froide de cette chambre d'hôpital. Puis il dit, « Est-ce qu'on peut au moins se revoir ? Pas pour la récompense. Pas pour régler quoi que ce soit. Juste, se revoir. » Léa se retourna lentement. Elle le regarda pendant quelques secondes qui lui semblèrent plus longues qu'elles ne l'étaient vraiment. Puis, pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette chambre, il vit quelque chose changer légèrement dans son visage. Une toute petite chose, presque imperceptible, dans ses yeux. Difficile à nommer précisément. Une sorte d'hésitation qui ressemblait à une ouverture. Puis elle dit, simplement, « Peut-être ». Et elle sortit. Tayo resta immobile dans la chambre vide pendant un long moment après qu'elle fut partie. Nadia, qui avait tout entendu depuis le couloir avec ce mélange de discrétion professionnelle et de curiosité humaine qui la caractérisait, entra prudemment au bout de quelques minutes. Elle lui demanda si tout allait bien. Il répondit oui. Elle lui demanda s'il était prêt à partir. Il répondit oui. Mais il resta encore quelques secondes sans bouger, les yeux fixés sur la porte que Léa venait de franchir, comme si le simple fait de regarder cette porte lui apprenait encore quelque chose. Il n'avait jamais été réellement déstabilisé de sa vie. Pas par des adversaires en affaires. Pas par des situations de crise. Pas par des pertes financières. Mais une femme de 28 ans, en blouse blanche légèrement froissée, avec un stylo derrière l'oreille, venait de refuser sa récompense comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, sans en faire un événement, sans attendre de l'admiration pour ce refus. Et quelque chose dans cette façon d'être, dans ce refus qui n'était pas un refus orgueilleux mais simplement une cohérence avec elle-même, l'avait touchée plus profondément que n'importe quelle acceptation aurait pu le faire. Il la retrouva 3 jours après sa sortie de l'hôpital. Il attendit qu'elle finisse son service de l'après-midi. Il était garé en bas de l'hôpital dans une voiture sobre, sans chauffeur, lui au volant. Quand elle sortit en même temps que 2 autres infirmières, elle le vit immédiatement. Elle s'arrêta. Ses collègues continuèrent sans remarquer. Elle le regarda sans surprise excessive, comme si elle avait su d'une certaine façon qu'il reviendrait. Il descendit de la voiture et lui demanda si elle acceptait qu'il l'invite à prendre un café. Un café simple, dans un endroit qu'elle choisirait elle-même. Sans arrière-pensée. Elle réfléchit une seconde, les yeux dans une direction vague. Puis elle dit oui. Ils allèrent dans un petit café qu'elle connaissait à quelques rues de l'hôpital. Pas un endroit chic ni à la mode. Une petite salle lumineuse avec des tables en bois usé et une odeur de café frais qui avait imprégné les murs depuis des années. Des habitués au comptoir. Une serveuse qui connaissait Léa par son prénom. Tayo prit un café noir. Elle prit un thé à la menthe. Ils trouvèrent une table dans le fond et s'installèrent. Ce fut la conversation la plus étrange et la plus naturellement agréable que Tayo ait eue depuis très longtemps. Peut-être depuis des années. Léa ne cherchait pas à l'impressionner. Elle ne posait pas des questions calculées pour paraître intéressante ou intelligente.
Elle parlait avec une fluidité tranquille, passant d'un sujet à l'autre selon ce qui venait naturellement. Elle lui parla de son travail, de ce qu'elle aimait vraiment dans les soins, de la satisfaction particulière de voir un patient aller mieux, de ce moment précis où quelqu'un reprend des couleurs ou commence à sourire. Elle lui parla de Marcus, son petit frère, qui avait 16 ans et qui dessinait des plans de maison depuis l'âge de 10 ans, qui voulait devenir architecte et qui avait déjà un regard sur les espaces que beaucoup d'adultes n'ont jamais. Elle lui parla de sa passion pour les livres, qu'elle lisait le soir dans son appartement avant de dormir. Surtout des romans qui se passaient dans des pays qu'elle n'avait pas encore visités. Elle rit à ses propres histoires avec un naturel communicatif. Elle l'écouta vraiment quand il parlait, sans regarder son téléphone, sans que ses yeux s'égarent ailleurs. Tayo observait cette façon qu'elle avait d'être présente, totalement présente, comme si ce café et cette conversation étaient la seule chose qui existait au monde dans cet instant. C'était rare. Dans le monde qu'il fréquentait, la présence totale était le luxe le plus rare qui soit. Les gens étaient toujours à moitié ailleurs, à moitié sur leur téléphone, à moitié dans le prochain rendez-vous, la prochaine opportunité. Léa, elle, était là. Entièrement. Et Tayo, pour la première fois depuis des années qui lui semblaient maintenant très longues, se surprit à parler de choses vraies. Pas de projets immobiliers. Pas de stratégie d'expansion. Pas de chiffres ni de marché. Il parla de son père, de l'époque où il n'avait pas grand-chose après la faillite, où le père préparait à manger avec ce qu'il restait dans le frigo en chantant de vieilles chansons pour rendre le moment moins difficile qu'il ne l'était. Il parla de la peur qu'il avait ressentie dans ce lit d'hôpital, pendant les rares moments de conscience de ses premiers jours de convalescence, en réalisant qu'il avait failli disparaître sans avoir dit tout ce qu'il aurait voulu dire à certaines personnes, sans avoir fait certaines choses qu'il remettait toujours à plus tard. Léa l'écouta sans l'interrompre. Elle ne le plaignit pas avec des mots vides. Elle ne le complimenta pas non plus pour avoir partagé quelque chose d'intime. Elle dit juste, après un moment, c'est souvent une chance, ces moments-là. On voit mieux ce qui compte vraiment quand on réalise que rien n'est acquis. Tayo la regarda. Il dit, oui, c'est exactement ça. Quand ils sortirent du café, il était presque 20 heures. Le soir tombait sur Atlanta avec cette lumière orangée particulière de la fin d'après-midi en ville. Les lumières de la rue commençaient à s'allumer. Léa prit son sac sur son épaule et dit qu'elle devait y aller. Elle avait encore du repassage à faire et Marcus avait un devoir à rendre le lendemain pour lequel il aurait sûrement besoin qu'elle relise avant qu'il dorme. Elle dit ça très sérieusement, comme si c'était une priorité réelle. Tayo sourit, ce sourire particulier qu'il n'utilisait pas beaucoup, le vrai. Il lui demanda si elle accepterait de le revoir. Elle dit, avec un sourire discret mais visible, « Peut-être. On verra. » Il la vit repartir dans la direction de l'arrêt de bus au coin de la rue, son sac sur l'épaule, sa démarche directe et tranquille. Il resta sur le trottoir jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin. Puis il rentra chez lui dans sa grande maison silencieuse. Il ne dormit pas bien cette nuit-là. Mais c'était une bonne sorte d'insomnie. Ils se revirent. Encore une fois. Puis encore. Et encore, sans qu'aucun des deux le planifie vraiment de façon formelle. Tayo était un homme organisé qui planifiait tout, sa journée, ses semaines, ses années. Mais avec Léa, il n'y avait rien à planifier. Les choses se passaient simplement, avec une fluidité qu'il n'avait pas l'habitude de ressentir. Un message le matin pour demander si elle avait du temps dans la semaine. Une réponse courte et directe, oui ou non, sans chichi. Un endroit simple, souvent ce même petit café avec ses tables en bois, parfois une promenade dans un parc qu'elle connaissait et où elle aimait marcher quand elle voulait réfléchir. Parfois un repas dans un restaurant du quartier qu'elle recommandait pour ses plats faits maison et ses prix raisonnables, des endroits que Tayo n'aurait jamais choisis seule et dont il découvrait avec surprise qui lui plaisaient plus que beaucoup d'établissements haut de gamme qu'il fréquentait habituellement. Un soir, ils marchèrent pendant presque 2 heures dans un quartier du nord de la ville qu'elle connaissait bien, un de ces quartiers mixtes où les vieilles épiceries de quartier côtoient des ateliers d'artistes et des bars bruyants. Elle le guidait avec la familiarité de quelqu'un qui a marché 1000 fois sur ces trottoirs et qui a laissé des empreintes invisibles mais réelles. Elle lui montra la boulangerie tenue par un vieux couple haïtien qui faisait les meilleurs pains au beurre de la ville selon elle, et dont la porte laissait échapper une chaleur de four et une odeur de vanille à chaque entrée et sortie. Elle lui montra la façade d'un immeuble ancien, avec ses moulures abîmées et ses volets délavés, en lui disant que Marcus l'avait dessiné 3 fois sous des angles différents dans son carnet, qu'il appelait le beau vieux,
que quelque chose dans la dignité usée de ce bâtiment fascinait son frère de 16 ans. Tayo regarda l'immeuble différemment après ça. Il vit ce que Marcus y voyait peut-être. Il ne lui dit pas tout de suite l'étendue réelle de ce qu'il était. Elle savait qu'il travaillait dans l'immobilier. Elle voyait qu'il avait une belle voiture et des vêtements de qualité. Elle remarqua une fois, brièvement, son bureau lors d'un passage rapide quand il vint la chercher après une réunion qui s'était prolongée. Elle vit la taille de l'immeuble, les employés qui le saluaient avec déférence en le voyant arriver, son nom sur la plaque de cuivre à l'entrée. Elle ne fit aucun commentaire alors et ne posa pas de questions ensuite. Un soir, dans ce café devenu leur endroit habituel, il lui dit directement « Tu sais que je suis riche. Vraiment riche. Pas juste à l'aise. Vraiment riche. Est-ce que ça change quelque chose pour toi ?» Elle le regarda avec cet air calme et légèrement amusé qui lui était propre. Elle dit « Ça m'aurait changé quelque chose si j'avais été là pour ça. Je suis là parce que j'aime vraiment parler avec toi. Parce que tu m'écoutes quand je parle. Parce que tu ne fais pas semblant d'être ce que tu n'es pas. Le reste, c'est ton problème à gérer, pas le mien. » Tayo éclata de rire. Un vrai rire, spontané et sonore, comme il n'en avait pas eu depuis longtemps. Il dit « Mon problème. » Elle dit, sans sourire mais avec une lueur dans les yeux, « Oui. Gérer tout cet argent, toutes ces responsabilités, tous ces gens qui attendent quelque chose de toi en permanence. C'est sûrement épuisant. Je plains presque tes comptables. » Il rit encore. Et quelque chose, ce soir-là dans ce petit café avec ses tables en bois et son odeur de café, se déplaça définitivement dans sa poitrine. Quelque chose qui ressemblait à une décision prise sans mots. Léa, de son côté, essayait de garder la tête froide avec une discipline dont elle était secrètement fière. Elle n'était pas naïve. Elle voyait bien ce qui se passait entre eux, la façon dont les semaines passaient et dont leur rencontre prenait naturellement plus de place dans son agenda et dans ses pensées. Elle sentait la façon dont il la regardait quand elle parlait, cette attention particulière. Elle savait ce que signifiaient ces messages le matin pour savoir comment elle allait, ces petits gestes discrets, ces silences confortables entre deux phrases où il n'y avait pas besoin de parler pour être bien ensemble. Elle n'était pas insensible à lui. Prétendre le contraire aurait été se mentir à elle-même d'une façon qu'elle ne s'autorisait pas. Elle en parla une fois, prudemment, à sa colocataire Diane, une fille de 30 ans avec des cheveux courts teints en bordeaux qui travaillait dans un restaurant et qui avait une façon directe et sans détour de regarder les situations. Léa lui raconta l'essentiel, pas tout, mais l'essentiel. Diane écouta en buvant son thé à petites gorgées, les jambes repliées sous elle sur le canapé. Quand Léa eut fini, Diane dit simplement « Est-ce qu'il te fait te sentir bien quand tu es avec lui ?» Léa réfléchit une seconde. Elle dit oui. Diane dit « Alors arrête de chercher le problème là où il n'est peut-être pas encore. » Léa hocha la tête. Mais elle continua quand même à chercher, parce que c'était dans sa nature de vérifier 2 fois les choses importantes. Mais Léa avait appris très tôt dans sa vie à ne pas s'emballer. Elle avait vu des gens autour d'elle prendre des décisions importantes sous le coup des émotions du moment et s'en repentir longuement. Elle avait appris à distinguer ce qui est réel et durable de ce qui fait juste du bien dans l'instant. Et alors que Tayo appartenait à un monde si différent du sien, un monde qu'elle ne connaissait pas vraiment et dont elle se méfiait un peu, elle restait ancrée dans sa propre façon d'être, sans se laisser emporter par quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. Mais il y avait quelque chose chez lui qu'elle n'avait pas prévu et qui déjouait sa prudence malgré elle. Il était vrai. Pas dans le sens où il ne lui cachait rien, car elle savait bien qu'il y avait encore des pans entiers de sa vie qu'elle ne connaissait pas. Mais dans le sens où, dans leurs conversations, dans leurs moments ensemble, il ne jouait pas un rôle. Il n'essayait pas de paraître plus grand ou plus accessible qu'il n'était. Quand il ne savait pas quelque chose, il le disait sans honte. Quand quelque chose le touchait dans ce qu'elle racontait, on le voyait sur son visage avant qu'il ait le temps de le cacher. Quand il était fatigué ou préoccupé par une situation difficile au travail, il le disait simplement plutôt que de maintenir une façade de quelqu'un qui gère tout parfaitement. C'est cette vérité-là, plus que sa voiture, plus que son assurance naturelle, plus que l'intelligence évidente qu'il portait dans ses yeux, qui fit tomber lentement et sûrement les murs que Léa avait bâtis autour d'elle. Les mois passèrent avec cette rapidité étrange des périodes heureuses. Atlanta changea de saison. Les arbres du parc qu'il fréquentait perdirent leurs feuilles rousses, puis disparurent sous leur manteau d'hiver, puis les regagnèrent lentement au printemps.
Il y eut des moments doux et des moments difficiles pour l'un comme pour l'autre. Tayo connut une période de crise sérieuse dans son groupe, une affaire compliquée avec un partenaire qui ne respectait pas ses engagements, qui nécessita des nuits entières de travail, de réunions tendues, de décisions difficiles à prendre sous pression. Léa passa par des semaines particulièrement épuisantes à l'hôpital, des journées sans souffler, des patients qui souffraient, des situations qui pesaient sur les épaules au-delà de la porte de l'hôpital. Il y eut un mardi soir de novembre, particulièrement sombre dans la mémoire de Léa. Elle était rentrée du travail après une longue journée où un patient jeune, 26 ans, était décédé d'un arrêt cardiaque soudain malgré tout ce que l'équipe avait fait. Elle avait tenu la main de sa mère dans le couloir pendant qu'on lui annonçait la nouvelle. Elle était rentrée chez elle dans le bus, seule dans la nuit, avec ce poids particulier que les soignants portent et que les mots ne décrivent jamais tout à fait. Elle avait le téléphone dans la main, l'écran allumé, sans savoir exactement à qui elle voulait parler. Puis elle avait écrit à Tayo. Un seul message. Mauvaise journée. Il avait répondu en moins de 2 minutes. Je passe si tu veux. Elle avait dit non, que ce n'était pas nécessaire. Il était quand même passé 20 minutes plus tard avec 2 boîtes de nourriture chaude et rien d'autre à dire. Il s'était assis en face d'elle à la table de cuisine et ils avaient mangé en silence pendant un long moment. Ce silence-là avait plus de valeur que 1000 mots réconfortants. Ayo aida, mais pas comme il avait voulu au début, pas avec un chèque ou un virement. Il proposa un soir, presque en passant, dans la conversation, qu'il connaissait quelqu'un qui dirigeait l'école d'architecture la plus réputée de la ville et qu'il pourrait facilement organiser une visite pour Marcus si le jeune homme était intéressé. Léa lui dit qu'elle en parlerait à Marcus. Marcus fut enthousiaste au-delà de ce qu'elle attendait. Tayo les conduisit lui-même un samedi matin, le frère et la sœur, dans sa voiture, jusqu'à l'école. Il attendit dehors sur un banc pendant toute la visite, 2h30, en travaillant sur son téléphone. Quand ils ressortirent, Marcus avait les yeux qui brillaient d'une façon que Léa n'avait pas vue souvent. Elle dit merci à Tayo sur le chemin du retour. Il dit que c'était un plaisir et qu'il le pensait vraiment. Dans la voiture du retour, Marcus, qui avait gardé le silence la majeure partie du trajet, dit soudainement depuis la banquette arrière. « Est-ce que tu penses qu'ils accepteraient mon dossier dans 2 ans ? Si je travaille assez ? » Tayo lui répondit, sans se retourner, les yeux sur la route. « Si tu travailles comme tu sembles capable de le faire, oui. » Marcus hocha la tête très sérieusement. Il regarda par la vitre. Il ne dit plus rien, mais son silence avait une qualité différente, la qualité de quelqu'un qui vient de décider quelque chose de définitif. Elle l'aida aussi, à sa façon, avec les outils qu'elle avait. Quand il avait des journées trop lourdes et que cela se sentait dans ses messages ou dans sa voix au téléphone, elle lui envoyait un message simple, parfois juste une question qui n'avait rien à voir avec le travail. Elle lui posait des questions qui le forçaient à sortir la tête de ses dossiers, à regarder autre chose. Elle le rappelait à l'essentiel sans grand discours moralisateur, par la simple force de sa présence tranquille dans sa vie. Une fois, alors qu'il lui décrivait avec une mine préoccupée une transaction immobilière importante qui traînait depuis des semaines, elle l'interrompit tranquillement et lui demanda « Et en dehors de ça, tu manges bien en ce moment ?» Il s'arrêta. Il la regarda. Il rit malgré lui. Il réalisa qu'il n'avait pas pris un repas complet depuis 2 jours. Ce soir-là, elle cuisina pour lui dans sa petite cuisine. Un plat simple et consistant, avec ce qu'il y avait dans son placard, rien d'élaboré. Il s'assit à sa table étroite avec ses 2 chaises dépareillées et mangea comme il n'avait pas mangé depuis longtemps. Pas parce que c'était extraordinaire sur le plan gastronomique, mais parce que c'était préparé pour lui, dans cet appartement simple, par quelqu'un qui le voyait vraiment. C'était vrai. Et la vérité nourrit différemment que le reste. Il lui dit qu'il l'aimait un soir de pluie dense sur Atlanta. Ils étaient dans sa voiture, garés devant son immeuble après une soirée chez des amis à lui, un dîner assez formel dans une belle maison du quartier nord. Léa avait navigué dans cet environnement inconnu avec son aisance tranquille habituelle, sans se laisser intimider par les regards curieux ni par les conversations parfois un peu condescendantes des gens qui ne savaient pas quoi faire d'une infirmière dans ce contexte. Elle avait parlé à qui lui parlait, écouté qui méritait d'être écouté, souri quand c'était sincère et gardé un silence poli quand ce ne l'était pas. Ayo l'avait observé toute la soirée avec cet étrange mélange de fierté et d'admiration qu'il ressentait de plus en plus souvent en sa présence. Il y avait eu un moment, pendant le dîner, où un homme d'affaires assis en face d'elle lui avait demandé avec une légèreté légèrement condescendante ce que c'était de travailler comme infirmière,
si c'était épuisant, si elle pensait à faire autre chose dans la vie. Léa l'avait regardée avec ce calme si particulier. Elle avait répondu que son métier consistait à être présente pour des gens au moment le plus vulnérable de leur existence, et que peu de choses dans une vie offraient ce privilège. L'homme avait hoché la tête avec un sourire vague et changé de sujet. Mais plusieurs personnes autour de la table avaient entendu, et le silence qui avait suivi cette réponse n'était pas un silence de gêne. C'était le silence des gens qui viennent d'entendre quelque chose de juste. Dans la voiture arrêtée sous la pluie, il y eut un de ces silences confortables qu'ils avaient appris à ne pas remplir inutilement. La pluie faisait un bruit régulier et doux sur le toit et le pare-brise. Et Tayo dit, simplement, sans préambule ni mise en scène, « Je t'aime, Léa ». Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda le pare-brise couvert de pluie, les lumières de la rue qui se déformaient dans l'eau. Il y eut quelques secondes qui semblèrent très longues pendant lesquelles Tayo retint sa respiration comme s'il attendait un verdict dont il ignorait la teneur. Puis elle dit doucement, « Je t'aime aussi. Mais tu dois savoir quelque chose. Je ne changerai pas pour entrer dans ta vie. Je resterai moi. Je ne deviendrai pas quelqu'un d'autre parce que ton monde est différent du mien. » Il dit, sans hésiter une seconde, « Je ne veux pas quelqu'un d'autre. Je veux exactement toi. Avec ton stylo derrière l'oreille et ton but à 6h40 et tes livres le soir et ta façon de me remettre à ma place sans avoir l'air d'y toucher. » Elle se retourna. Elle le regarda dans les yeux pendant un moment. Et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, il vit dans son regard quelque chose qu'il n'avait pas encore eu la chance de voir. Une vulnérabilité douce et brève, un instant où toute sa solidité laissa passer une lumière différente, avant que son visage retrouve cette expression calme et sûre d'elle-même qui lui était propre. Elle dit, « D'accord. » 2 mots. Mais avec tout ce qu'il contenait. La demande en mariage 26 mois plus tard, dans le parc qu'elle aimait. Pas dans un grand restaurant avec un pianiste et du champagne. Pas avec une mise en scène qui aurait convenu à la partie de la vie de Tayo que le monde connaissait. Il l'emmena marcher dans ce parc avec ses vieux arbres et son petit lac, un endroit où ils étaient venus plusieurs fois et où Léa aimait regarder les canards sur l'eau en pensant à voix haute. Il avait une bague dans la poche de sa veste. Simple et belle, sans excès tapas accent grave-l'œil. Choisie seule un après-midi chez un bijoutier discret, en pensant à elle et à personne d'autre. Il avait passé 2 heures dans cette boutique, les yeux sur les présentoirs, à refuser les modèles que le bijoutier lui présentait en lui parlant de carats, de brillance, d'impact visuel. Il avait dit à l'homme au bout d'un moment, simplement, qu'il cherchait quelque chose qui ressemblait à la personne à qui c'était destiné. Quelque chose de vrai, de sobre, avec de la présence sans en avoir l'air. Le bijoutier l'avait regardé une seconde, puis il était reparti vers le fond de la boutique et avait revenu avec un autre présentoir. Il avait sorti une bague. Simple, presque austère, un solitaire dans un métal sombre avec juste ce qu'il fallait de lumière. Tayo l'avait regardé. Il avait dit, « Celle-là ». Ils marchèrent un moment dans le parc. Ils parlèrent de Marcus, de sa rentrée à l'école d'architecture, de comment il grandissait vite. Puis Tayo s'arrêta sur le chemin, sous un des grands arbres dont les feuilles filtraient la lumière du milieu de la journée. Il se retourna vers elle. Et il s'agenouilla sur l'herbe encore humide de la rosée matinale. Il lui dit ce qu'elle représentait pour lui. Il lui dit qu'avant elle, il avait cru que réussir et être riche était la chose la plus importante qu'un homme puisse accomplir. Il lui dit qu'elle lui avait montré, pas avec des mots mais par la façon dont elle vivait chaque jour, que la vraie richesse était quelque chose d'entièrement différent. Il lui dit qu'elle lui avait sauvé la vie 2 fois. Une fois avec son sang, cette nuit de décembre dans un couloir d'hôpital. Et une autre fois, en lui rappelant ce que ça voulait dire d'être vraiment vivant, d'être vraiment là, d'être vraiment soi. Léa le regarda de là-haut pendant qu'il parlait. Elle avait les yeux brillants d'une façon qu'elle ne chercha pas à cacher. Puis elle dit, avec ce sourire qui n'appartenait qu'à elle, « Tu ne peux pas utiliser l'argument du sang à chaque fois que tu veux avoir le dessus dans une discussion. » Il rit. Elle rit. Et puis il dit, sa voix un peu plus grave et sérieuse, « Est-ce que tu veux m'épouser, Léa ?» Elle dit oui. Sans hésiter. Sans condition supplémentaire. Le mariage eut lieu au printemps suivant, par une de ces belles matinées lumineuses où Atlanta semble vouloir montrer ce qu'elle a de mieux. Ce ne fut pas une cérémonie extravagante. Léa avait été claire là-dessus dès le début de l'organisation. Tayo avait accepté, non pas par capitulation mais parce qu'il comprenait et partageait ce sentiment. Ils se marièrent dans un jardin,
avec les personnes qui comptaient vraiment autour d'eux. La mère de Léa, qui pleurait depuis 7 heures du matin et qui essuya ses larmes avec un mouchoir brodé qu'elle avait sorti pour l'occasion. Le père de Léa, qui avait fait le voyage malgré ses problèmes de santé, plus droit et souriant ce jour-là qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Marcus, qui mesurait maintenant presque autant que Tayo et qui portait son premier costume avec une dignité touchante. Des amis proches de Tayo, peu, les vrais, ceux qui le connaissaient depuis avant le succès et qui aimaient Léa sans réserve depuis qu'ils la connaissaient. Des collègues de Léa de l'hôpital, dont la coordinatrice des urgences qui avait été là la nuit de la transfusion et qui ne dit rien mais serra Léa dans ses bras très fort en arrivant. La veille du mariage, Tayo et Léa se retrouvèrent seuls 1 heure dans le jardin où la cérémonie aurait lieu le lendemain. Les tables n'étaient pas encore dressées. Les fleurs n'étaient pas encore posées. Il n'y avait que l'herbe, les arbres et la lumière du soir. Ils marchèrent lentement, sans parler beaucoup. Puis Léa s'arrêta au milieu du jardin, regarda autour d'elle et dit « Tu te souviens que tu ne savais même pas que j'existais, cette nuit-là » Tayo dit « Oui ». Elle dit « Et maintenant on est là ». Il regarda autour d'eux, le jardin vide qui serait plein de visages aimés le lendemain matin. Il dit « Et maintenant on est là ». Il n'y avait rien de plus à dire. Tayo la vit arriver dans sa robe simple et blanche, avec juste quelques fleurs dans les cheveux, et il sentit quelque chose de grand et de tranquille se déposer définitivement en lui. Elle était belle de la seule façon qui avait toujours compté pour lui, même avant de le savoir clairement. Elle était belle parce qu'elle était entièrement elle-même. Quand le célébrant leur demanda d'échanger leurs vœux, Léa dit des choses courtes et vraies. Elle dit « Je ne te promets pas la perfection. Personne ne peut tenir cette promesse. Je te promets d'être vraie avec toi. Toujours. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. » Tayo dit « C'est la seule promesse que j'ai jamais vraiment voulu entendre de quelqu'un. » Ils échangèrent les anneaux. Ils se marièrent. Atlanta brillait autour d'eux dans la lumière du printemps, cette ville qui avait été le théâtre de tout ce qui les avait réunis. Ce que cette histoire dit est simple, mais il faut parfois toute une vie pour le comprendre vraiment. La vraie générosité n'attend pas de savoir qui est celui qu'elle aide. Elle n'attend pas de connaître le nom, le statut, le compte en banque ni le niveau social de l'autre. Elle agit parce qu'il le faut, parce qu'un être humain est en danger et qu'elle a les moyens de faire quelque chose. Elle ne calcule pas. Elle ne pose pas de conditions. Elle tend simplement la main. Et quelquefois, sans le chercher ni le mériter particulièrement, c'est précisément cette absence totale de calcul qui crée les choses les plus belles et les plus durables qu'une vie puisse contenir. Léa n'a pas donné son sang pour être aimée. Elle ne l'a pas fait pour être récompensée ni admirée. Elle l'a fait parce que c'était ce qu'il fallait faire, avec ce qu'elle avait, dans l'instant où c'était nécessaire. Et c'est exactement pour ça, précisément pour ça, que Tayo est tombé amoureux d'elle. Non pas de ce qu'elle a fait, mais de qui elle est. Dans un monde qui mesure souvent la valeur d'une personne à ce qu'elle possède, à son titre, à son réseau, à ce qu'elle peut vous apporter en retour, Léa a rappelé quelque chose d'essentiel que beaucoup d'entre nous ont oublié en grandissant. Ce qui définit un être humain, ce n'est pas ce qu'il a. C'est ce qu'il fait quand personne ne regarde. C'est ce qu'il choisit quand il n'y a rien à gagner. C'est la personne qu'il est quand la situation ne lui demande rien et qu'il décide quand même de donner. Et Tayo, de son côté, a appris la leçon la plus difficile pour un homme habitué à tout contrôler et à tout obtenir. La richesse la plus rare ne se construit pas. Elle ne se négocie pas. Elle ne s'achète pas à aucun prix. Elle se reçoit humblement quand on a la sagesse de la reconnaître et le courage de la garder. Et vous, maintenant que vous avez lu cette histoire jusqu'à son dernier mot, posez-vous une question. Quelle est la chose qui vous a touché le plus profondément dans ce que vous venez de lire? Qu'est-ce que vous retenez de Léa et de sa façon d'être au monde? Qu'est-ce que vous retenez de Tayo et de ce qu'il a appris? Et cette histoire vous parle-t-elle de quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être de vous-même à un moment de votre vie? Partagez vos pensées. Parce que chaque lecteur voit quelque chose de différent dans une même histoire. Et c'est ça qui la rend vivante longtemps après la dernière ligne.